Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Avec moi aujourd'hui, Christophe Terrien. Bonjour. Salut Anthony, ça va bien? Ça va toujours bien, Christophe. Aujourd'hui, on va revisiter des concepts un peu de base, des concepts de base de la macroéconomie, qui sont l'offre et la demande. Exactement. Donc, on parle aujourd'hui d'offre et la demande qui est à la base de notre système capitaliste, là, comme tu l'as mentionné, puis qui va aussi être un précurseur à un autre sujet qu'on veut discuter dans un autre épisode qui va être l'inflation. Donc, l'offre et la demande, qu'est-ce que c'est? Souvent, le monde y entend ça. On en parle beaucoup en ce moment. On en parle beaucoup, puis peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais compris c'était quoi, ou sinon de juste revisiter là, des concepts que peut-être des gens ont vus il y a plusieurs années déjà. Donc, on va revisiter ça, on va discuter, puis je pense que ça va être super intéressant pour les auditeurs. Donc, sans plus tarder, on passe ça. Alors, Christophe, l'offre et la demande. L'offre et la demande, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde dit juste l'offre et la demande. Ça vient de où, l'offre et la demande? C'est quoi, l'offre et la demande? Qu'est-ce que ça mange en hiver, l'offre et la demande? Exact. Non, l'offre et la demande, c'est, comme on l'a mentionné en début de podcast, c'est la base de notre marché capitaliste. C'est que c'est la façon qu'on laisse le marché s'auto-déterminer pour aller déterminer un prix. Donc, l'offre, qu'est-ce qui constitue l'offre? L'offre, c'est les fournisseurs. Donc, quelqu'un qui veut offrir un service, offrir un bien. Si on le regarde sur un graphique, peut-être ça va pouvoir aider beaucoup de gens de comprendre si... Faites une petite recherche Google de offre et la demande. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un graphique avec deux barres, un X. Donc, quand on analyse un petit peu l'offre et la demande, l'offre, c'est que plus que le bien qu'on veut offrir coûte cher, plus qu'on veut en offrir. Moins que le bien coûte cher, moins qu'on veut en offrir. Puis à l'inverse, la demande, moins que ça coûte cher, plus qu'on en veut. Ouais, évidemment. Donc, si je te dis, Anthony... Tu veux dire pour déterminer le prix de quelque chose. Pour déterminer le prix de quelque chose, l'offre et la demande. Si je te dis, Anthony, un café, toi, tu veux offrir. Donc, tu vends du café. Je te dis, le café... Merci pour les auditeurs audio vont vraiment apprécier que ça... J'en avais sur la main. Mais exactement. Donc, si jamais tu vends du café, puis qu'on te dit, Anthony, le café se vend 10 cents la tonne. D'accord, ouais. Puis là, toi, tu vas dire, 10 cents la tonne, une tonne, c'est beaucoup. Moi, ça me rapporte pas beaucoup. Je veux, à ce prix-là, en offrir une tonne max. Okay. Après ça, si je te dis, Anthony, c'est 1000 $ la tonne, le café. Là, tu vas dire, à 1000 $ la tonne, moi, je suis prêt à t'en donner 1000 tonnes. Donc, plus que le prix est élevé, plus que toi, tu vas vouloir offrir de quantité. Tu vas vouloir vendre de quantité. En tant que fournisseur. Moi, en tant qu'acheteur, si tu me dis, le café, c'est 10 cents la tonne, je vais t'en acheter 1000 tonnes. Oui, tu en achètes à chaque jour. Là, exactement. Café, sauf que là, puis au contraire, si tu me dis que le café coûte 1000 $ la tonne ou peu importe. Moins d'en vouloir. J'en veux pas. Exactement. Donc, ça fait que là, dans les deux extrêmes, il y a un pendule un peu. Il y a un pendule où il y a une différence entre l'offre et la demande. Puis l'offre et la demande, selon la main invisible... Là, qui, toi, tu disais que c'était plus comme un balancier, non? Exactement, mais c'est exactement ça. C'est que dans les deux extrêmes, il y a une différence entre ce que le fournisseur est prêt à offrir puis la demande de qu'est-ce que les gens sont prêts à acheter. Exact. Sauf que dans un domaine où on n'a pas besoin de ni l'un ni l'autre, admettons, toi, tu n'as pas besoin de vendre ton café, puis moi, j'ai pas besoin d'en acheter, bien, peut-être que ça reste là, puis le marché global reste. Mais dans des biens de commodité, surtout comme le café, où est-ce que toi, tu as une plantation de café,
même, en réalité, même s'il est à 10 cents, tu vas vouloir le vendre, ton café, sinon tu le perds. Puis moi, je suis accro au café, j'ai besoin de mon café le matin, c'est sûr que je vais en acheter. Mais à combien, puis quelle quantité va dépendre vraiment du prix. Donc, ce qui va arriver, c'est que les deux prix, à un moment donné, vont s'entrecroiser. L'offre et la demande vont s'entrecroiser. Puis, à ce moment-là, ça va dicter un prix de combien est-ce que moi, je suis prêt à payer, combien toi, tu es prêt à me le vendre. Ouais. Donc, puis là, on va s'entendre. C'est sûr que s'il n'y a pas beaucoup d'offres, exact. Là, moi, je suis capable de le vendre plus cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui offre ce que j'ai. Moi, j'en ai. Exactement. Puis plus que le prix augmente, plus que ça devient attrayant à long terme, plus qu'il va y avoir d'offres qui vont se développer, plus que... puis là, le prix va baisser parce qu'il y a d'autres gens qui vont rentrer dans ce marché-là. Exactement. Donc, plus qu'il y a d'offres, plus que là, il y a de la compétition, plus que ça fait baisser le prix. Donc, c'est un peu la nature du capitalisme de dire... On va laisser les marchés. Si c'est intéressant, que le prix est trop haut parce qu'il n'y a pas assez d'offres, des gens vont s'impliquer dans le marché, puis le prix va venir se stabiliser. De la même façon, si quelque chose est populaire ou n'est pas assez cher, les gens vont en acheter beaucoup, puis là, ça va faire monter le prix. Plus qu'il y a de la demande, plus que le prix va monter. Puis là, plus que le prix va monter, plus qu'il va y avoir d'offres. Fait qu'à long terme, tout devrait se stabiliser. Okay. Par contre, c'est pas toujours vrai. Donc, on doit aller toucher après ça à d'autres concepts qui sont l'élasticité de la demande. Par exemple, si tu as un médicament que tu as besoin de prendre pour vivre, peu importe c'est quoi le prix, tu vas l'acheter. Ouais. Puis on voit... fait que là, ça fait que la demande peut être... élastique. Donc, on va en vouloir de toute façon. La même chose pour l'offre. Donc, ça fait que nos courbes sont un peu moins directes. Puis, c'est là qu'on va aller voir des situations où l'offre à la demande n'est pas pure. Il y a des mécanismes, non? En place dans notre société pour soit protéger, limiter ou contrôler un peu l'offre et la demande. Où est-ce que l'offre et la demande? Parce qu'en théorie, si c'est juste un marché purement capitaliste où il n'y a aucune intervention, tu devrais être capable de toujours avoir un juste prix. Tu sais, veux pas. Sauf qu'il existe plusieurs facteurs comme le fait que il y a des domaines où il y a une barrière à l'entrée pour les gens. Donc, par exemple, le pétrole. Il n'y en a pas partout. Faut que tu ailles le contrôler. Puis tu as l'OPEP, qui est les pays producteurs en pétrole, qui va essayer de contrôler un peu le prix du baril. Fait qu'eux vont réduire leur offre pour essayer de stabiliser les prix. Donc, ça, c'est un genre de façon que tu peux contrôler l'offre pour essayer de garder un prix plus haut. Tu vas avoir aussi les brevets. Oui. Par exemple, on parlait de la demande dans un médicament, mais il peut y avoir un endroit où est-ce que tu as un brevet qui te protège pendant 20 ans, où est-ce qu'il y a juste toi qui peux produire ce médicament-là. Donc, veux pas, tu vas... être plus incité à faire de la recherche et à développer. Mais c'est que tu peux charger le prix que tu veux. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut aller l'offrir. Puis, connaissant l'élasticité de la demande, où tu dis, écoute, ce médicament-là, si tu l'as pas, tu meurs, mais les gens vont être prêts à payer beaucoup. C'est sûr qu'après ça, il y a aussi d'autres limites dans où est-ce que si jamais tu peux pas faire charger un prix qui est ridicule parce que sinon il va y avoir une intervention du gouvernement, où on l'espère, là, on y va avec la bonne volonté. En fait, les brevets, là, ça donne un avantage financier justement aux personnes qui développent des nouvelles affaires puis qui essayent de vendre des nouvelles choses. Parce que s'ils développaient quelque chose, là, tout d'un coup, OK, ça se vend 1000$, mettons, un objet. Exact. Mais là, toutes les autres compagnies auraient juste à le copier. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'investissements qu'il y a à faire pour développer le produit. Si une fois qu'il est fait, on fait juste le copier, mais là, c'est qu'il n'y a personne qui développerait. Il n'y aurait pas d'avantage à développer. Fait que c'est pour ça que le brevet, c'est une bonne chose. On s'entend que c'est une bonne chose, le brevet. Par contre, ça vient affecter notre offre et notre demande. Moi, j'ai un brevet, tu savais?
Non, je savais pas que tu avais un brevet. À l'université, on avait travaillé sur un projet d'enrichissement de CO2 dans les serres. Fait qu'on utilisait le combustible de matière végétale, là, du bois, dans le fond. On chauffait du bois, puis avec la boucane, au lieu de la sortir, parce qu'il y a encore de la chaleur dans la boucane, on la filtrait, on passait dans un scrubber, puis un converteur catalytique. Un convertisseur catalytique. Puis comme les autos, là. Fait que ça faisait que ça enlevait tous les polluants. Ça veut dire que tu avais juste du CO puis du CO2 puis de la vapeur d'eau qui sortait. Puis on pouvait enrichir les plantes. Oh, wow. Puis j'ai un petit pourcentage là-dedans. On était une équipe, là, mais si jamais ça se commercialise... Je pense pas que ça s'est commercialisé encore. Non, c'est ça. C'est resté... Peut-être que ça a besoin d'encore plus de développement. Là, il y a la faisabilité du projet, puis après, il y a la faisabilité de commercialisation. C'est ça. Commercialisation là, qui est à faire. Exact. Mais non, mais intéressant, je savais même pas. Depuis le temps qu'on se connaît, je savais même pas que tu avais un brevet ou une partie d'un brevet à ton nom. Oui, c'est ça. Donc, autre mécanisme, là, je pense à ça, là, les quotas. C'est un moyen de contrôle, n'est-ce Exactement, c'est un moyen de contrôle de l'offre. La même chose, là, on le voit beaucoup en agriculture, les quotas des animaux, les quotas de lait. C'est tous des trucs qui vont aller essayer de contrôler le prix. Tu as aussi d'autres avec le lait. Là, il y a le prix minimum du lait, le prix maximum, le prix minimum de la bière, par exemple. Ça, c'en est un autre qu'on voit. Fait que c'est tous des trucs qui vont venir affecter l'offre et la demande ou pour une raison ou une autre, le gouvernement a un intérêt à contrôler. Pour pas que ça soit le Far West. Là, exactement. On peut voir aussi la Régie du logement qui va essayer de contrôler tant bien que mal les loyers pour pas que les gens puissent charger plus de loyers quand il y a une pénurie d'offres. Quand on parle de pénurie, c'est que l'offre est trop basse par rapport à la demande. Exact. Puis quand il y a un surplus, c'est quand que la demande est trop basse par rapport à l'offre. Donc, quand on parle de pénurie en ce moment, c'est en lien avec ça. Il n'y a pas assez de gens qui offrent le produit versus les gens qui en demandent. Le nombre de gens qui en veulent, exact. Maintenant, parlant de pénurie puis de changement à l'offre et à la demande, pénurie de main-d'œuvre en ce moment. Ouais. Ça aussi, c'est une offre puis une demande. Il y a trop d'emplois par rapport aux gens, au nombre de gens qui cherchent un emploi. Il y a trop d'emplois disponibles. Exactement. Donc, il y a une pénurie de travailleurs ou il y a un surplus. Ça veut-tu dire que les salaires montent, ça? Exactement. Plus que... Puis c'est toutes des choses qui sont assez logiques que les gens sont capables de raisonner, de dire, s'il y a quelque chose qui est en demande, le prix monte. Fait que c'est un peu ça, l'offre et la demande. Ça revient à ce principe-là de dire, plus que la demande augmente, plus que le prix va monter. Plus que le prix va monter, plus que là, il va y avoir d'offres. C'est un peu ça aussi de dire, écoute, si jamais tu veux avoir des gens qui vont postuler à ton poste, monte le prix que tu es prêt à les payer. Sauf qu'à un moment donné, c'est un cercle vicieux où là, les salaires montent, les gens ont plus d'argent disponible, les gens dépensent plus, là, il y a plus de demandes pour d'autres produits. Là, les prix, vu que la demande des autres produits augmente, là, il y a plus d'argent qui est redistribué dans l'économie. Mais ça fait partie des principes macroéconomiques. Exactement. Puis c'est ce qui nous mène à notre prochain sujet, qui est l'inflation. Donc, c'est ça qui arrive où est-ce que il y a certains facteurs qui vont faire que les prix vont augmenter. Plus que les prix augmentent, il y a quelqu'un qui se met de l'argent dans les poches. Donc, là, c'est de dire, OK, parfait, quelqu'un se met de l'argent. Lui, il a plus d'argent à dépenser. Lui, il redépense. Il engage ses employés plus cher. Il engage plus de monde. Il y a plus de monde. Ça fait de la business. Ça fait qu'il y a encore une plus grosse pénurie de main-d'œuvre. Parce que là, lui, il engage des gens. Là, ces gens-là qui engagent, ils ne trouvent pas personne, ils augmentent les salaires. Fait que c'est vraiment un cercle vicieux qui fait que ça peut dégringoler très, très, très rapidement. Puis qu'il y a de l'inflation. On va en parler dans le prochain podcast. L'inflation, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est quand on perd le contrôle que ça va être une mauvaise chose. Puis c'est pour ça qu'on vient mettre en place des systèmes d'offres et de demandes pour contrôler un petit peu les choses.
Sinon, Puis, prix du pétrole élevé. Oui. Donc, si on suit les principes macroéconomiques, là, qu'est-ce qui arrive quand les prix montent? Est-ce que ça va pousser les gens à se tourner vers d'autres solutions? Est-ce qu'il va y avoir du développement de... Ben, c'est à ce moment-là, tu sais, au court terme, on s'entend, puis c'est là que l'élasticité de la demande, l'élasticité de l'offre vient entrer en jeu. Mhm. À court terme, j'ai pas le choix. Il faut que je mette de l'essence dans ma voiture. Le prix monte. Je suis juste de plus en plus frustré à chaque fois que je mets du gaz. Ouais. Mais c'était beau tata, je vais quand même mettre du gaz dans ma voiture, même quand le prix est plus élevé. Par contre, Si le prix reste à élevé moyen long longtemps, terme, OK, est-ce que je repense mes déplacements? Ouais. Est-ce que ça fait qu'il va y avoir moins de consommation de gaz au final. peut-être c'est qu'il y en ait un peu moins, puis à long terme, mais là, je me dis, ben, peut-être qu'une voiture électrique, c'est pas une si mauvaise idée. Puis, dans une situation où, par exemple, moi, quand j'ai acheté ma voiture en 2015, j'ai fait l'analyse. Mhm. Je fais pas assez de kilomètres pour justifier l'achat d'une voiture électrique selon le prix Ouais. de la voiture électrique. Mais là, il faudrait que tu refasses tes calculs. Par avec le contre, prix. maintenant, les prix de l'essence changent. Puis, ce qui change aussi, c'est l'offre des véhicules électriques. Ouais. Où, en 2015, il n'y avait pas tant d'offres de véhicules électriques, puis il n'y avait pas tant de demandes. Ouais. Bien, là, les prix étaient quand même assez élevés. Oui. Euh, Même avec là- subvention. là, par contre, maintenant, il y a plus de demandes pour les voitures électriques, Ouais. mais il y a aussi plus d'offres. Donc, tu dis, le prix devrait ne pas Mhm. avoir changé. Mais par contre, les véhicules, il y a un peu moins d'offres en ce moment. Ben, qu'il il y a de moins, véhicules il y a neufs. moins d'offres en ce moment à cause d'une pénurie De supply chain, là, de semi-conducteurs. Ouais. Mais par contre, il y a plus de véhicules électriques sur le marché. Chaque OK, je comprends. Chaque ça. Mhm. personne. Fait que tu dis, ben, le prix devrait. On parle du prix relatif de Oui. la voiture électrique versus la voiture à essence. En effet. Par contre, il y a aussi d'autres facteurs de macroéconomie qui entrent en jeu à ce niveau-là, qui est les économies. Le terme en français. En anglais, vas-y en anglais. Le economies of scale. Tu sais, Mhm. plus que tu en as, c'est. L'échelle? Oui, exactement, des économies d'échelle. Donc, plus qu'il y a de gens qui demandent des voitures Ouais. électriques, plus qu'il y en a qui sont produits, plus que là, ils peuvent aller Ils peuvent chercher... l'offrir moins cher. Ils peuvent l'offrir moins cher parce que eux, leur demande en matériel a monté, mais sont capables d'aller chercher des meilleurs prix parce qu'ils peuvent avoir une meilleure emprise sur le marché de leur propre production Ouais, du ouais, véhicule. exact. Donc, c'est plein de petits facteurs qui vont venir jouer dans notre calcul d'offre et la demande. Donc, pour en revenir à notre exemple sur le pétrole, maintenant, il faut qu'on regarde le prix le prix de revient pour moi d'une voiture électrique versus le prix de l'essence. Donc, peut-être que je fais le switch, puis là, ma demande en essence va diminuer. Moi, je suis une personne. Je pense pas que c'est moi qui... J'ai pas Non, mais d'impact. si tout le monde mais fait si- le même... Exactement. là, globalement, ça Exactement. ça Puis change. on l'a vu aussi pendant la pandémie, quand les gens sont tous restés à la maison, Ouais. le prix du pétrole, A chuté pour a essayer chuté. de faire continuer le monde à consommer de l'essence. ouais, même que sur sur certains marchés, le baril du pétrole était sous zéro. Ouais. On Donc- aurait dû stocker, hein? Donc, mais ça, c'est le pétrole brut, mais Ouais. tu sais, il y a des gens qui disaient « Je suis prêt à payer pour ne pas recevoir un shipment de pétrole brut. » Donc, plein de trucs aussi où est-ce que l'offre et la demande, là, c'est vraiment à la base. Plus que tu analyses une situation, plus que tu peux voir des opportunités de dire « OK, ça, c'est l'offre et la demande qui Qui est en jeu en ce moment. est... Ouais, c'est tout ce mécanisme-là qui est derrière Mhm. nos prix. Même chose, tu parlais des prix des voitures. Il y a une Mhm. pénurie d'offres Ouais. de semi-conducteurs. Donc, Mhm. Il y a Veux beaucoup... la demande est restée stable. ouais. Même Produits que agricoles aussi, là, à cause de la guerre en Ukraine. Là. il y a moins de fertilisants. Les engrais de il y a moins synthèse dans les d'engrais. champs. Mhm. C'est des pays qui sont producteurs de blé puis d'autres céréales. Ouais. Donc, tout ce qui est nourriture, l'offre diminue. Mhm. Après ça, on va parler aussi d'incertitude, où est-ce qu'il n'y a Ouais. peut-être pas nécessairement une baisse de l'offre, mais il y a
tout le monde veut se protéger. Puis c'est là qu'on va tomber un peu dans notre prochain sujet qui est l'inflation. Donc, moi, je te propose, Anthony, qu'on arrête maintenant. D'accord. Parce que là, on va tomber dans... Oui, je pense qu'on a fait le bon tour. Je pense que les gens, après cette discussion, j'espère que les gens sont capables de mieux cerner ou mieux comprendre les petits détails là, de l'offre et la demande. C'est des concepts de base, mais reste que c'est important de bien les comprendre. Exactement. C'est important de bien les comprendre parce que c'est de base quand que tu l'expliques dans un système. Mais il y a tellement, après ça, dans l'application, il y a tellement de petits détails ou de petits facteurs qui vont venir influencer l'offre et la demande, mais ça reste le même principe tout le temps. Donc, je pense que moi, c'est un sujet qui est super intéressant. Là, quand on parle en macroéconomie, ça a des répercussions sur tout. Tout, exact. Tout. Écoute, on est un système capitaliste, donc tout ce que tu fais, ton travail, ta consommation, tout ce que tu fais va avoir un impact là, jusqu'à ton divertissement. Donc, donc, c'est super intéressant. On pourrait en jaser très longtemps. On se retrouve dans le prochain épisode sur l'inflation. Restez à l'écoute. Restez à l'écoute. Merci. Au revoir.